En y réfléchissant bien, je crois que je me souviens encore de la première fois où je l'ai vu. C'était à la fin des années 2000, alors que je traînais sur YouTube, entre deux AMV de One Piece sur fond de Linkin Park, c'est là qu'elle est apparue. Deux couettes turquoises, un poireau à la main et une voix robotique un peu étrange. Sur le moment, j'ai pas compris ce que j'étais en train de regarder, mais très vite, elle était partout. Désormais, tout le monde connaissait son nom, Hatsune Miku. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que derrière ce sourire parfait et cette apparence mignonne se cachait une autre histoire. Une histoire de fantasme, de solitude et de contrôle. Une histoire où la technologie rencontre les désirs les plus profonds et parfois les plus sombres. Cependant, avant de continuer, il faut que je vous parle d'un truc. Pour réaliser cette vidéo, j'ai dû faire pas mal de recherches, et pour ça, j'ai tout naturellement utilisé Opera GX, un navigateur 100% gratuit, pensé pour les fans de gaming et d'anime, pour lequel je suis ambassadeur. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est de customiser mon navigateur aux couleurs d'Hatsune Miku grâce au GX Mode. Avec, en un seul clic, vous pouvez transformer votre Opera GX et le plonger dans l'univers de votre anime préféré, que ce soit Naruto, Jujutsu Kaisen ou encore Dragon Ball. Mais attention, les GX Mode, c'est pas juste des fonds d'écran. Vous pouvez y trouver des shaders qui transforment le visuel des pages internet, des effets sonores quand vous tapez au clavier, une nouvelle animation à l'ouverture, une icône différente et même des musiques d'ambiance. Parfait pour écouter les meilleurs morceaux d'Hatsune Miku. Alors tous ces GX modes sont faits par la communauté, ce qui veut dire que vous pouvez vous aussi créer le vôtre de zéro. Mais vous pouvez aussi modifier ceux déjà existants à l'aide du panneau latéral en activant ou désactivant chaque élément indépendamment ou encore en mixant les modes entre eux. Bref, une fois tout ça fait et après avoir effectué des recherches pendant des heures, j'ai pu enfin faire une pause grâce aux vidéos pop-out. Avec cette fonctionnalité, que vous soyez en train de regarder une vidéo sur YouTube ou un animé sur votre plateforme préférée, vous pouvez continuer votre visionnage via une petite fenêtre modifiable où vous le souhaitez sur votre ordinateur. Par exemple, vous pouvez en profiter pour vous rendre sur le GX Corner, une section intégrée au navigateur qui vous balance toutes les actus gaming, les bons plans et les prochaines sorties. Malgré tout ça, je sais que franchir le cap et changer de navigateur après plusieurs années, ça peut sembler compliqué. Mais pas de panique, car en quelques secondes, vous pouvez tout importer, que ce soit l'historique, les favoris et même les extensions. Et pour ceux qui utiliseraient déjà Opera GX, ils ont aussi pensé à vous grâce à leur merch unique, vous permettant d'afficher fièrement votre amour pour le meilleur navigateur internet, le tout avec une réduction spéciale de moins 10% avec le code Aniki10. Bref, c'est que du plaisir. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça fait des années que j'utilise Opera GX tous les jours et ça même sur téléphone, notamment pour son bloqueur de pub, donc je peux que vous inviter à le télécharger via le lien dans la description. Mais bref, pour en revenir à Hatsune Miku, si on veut comprendre sa véritable nature, il va falloir se plonger au tréfonds de son histoire en commençant par le tout début. Au début des années 2000, Yamaha décide de créer une boîte vocale automatisée pour accompagner les chanteurs au karaoké. Il la nomme Elvis pour English Language Vocal Interface System. Mais à mesure que les expérimentations avancent, une idée commence à émerger au sein de l'entreprise japonaise. Et si on allait plus loin? Et si ce synthétiseur de voix pouvait chanter? Le projet est alors renommé Daisy, en hommage à la chanson Daisy Bell, la première jamais chantée par une machine. Si les premiers essais sont loin d'être une réussite, après 3 ans de travail acharné, Yamaha s'apprête enfin à lancer la première version de son logiciel. Mais au dernier moment, le nom Daisy est abandonné à cause d'un conflit de droits d'auteur. Alors, dans l'urgence, Yamaha se rabat sur un nom de secours, un mot un peu étrange qui se veut être la contraction de vocal et d'android, Vocaloid. Mais ce que tous ignoraient à ce moment-là, c'est que ce simple mot allait un jour faire trembler l'industrie musicale. Cependant, tout ça, c'est pas pour tout de suite, car pour l'instant, Hatsune Miku est à des années de naître et Vocaloid n'est encore rien d'autre qu'une technologie sans visage et surtout sans voix. Alors Yamaha s'associe avec le studio britannique Zero G et donne naissance à 3 banques vocales anglaises, Léon, Lola et Myriam. Sur le plan technique, le pari est réussi. Pour la première fois, une machine peut chanter de façon à peu près fluide. Mais sur le plan commercial, les résultats sont assez timides. Cependant, il y a tout de même des faits marquants. Par exemple, dans le film d'animation Paprika, un énorme classique de Satoshi Kon sorti en 2006, l'une des musiques a été réalisée à l'aide de Lola, faisant ainsi du film l'un des tout premiers de l'histoire à utiliser Vocaloid.
parallèle de tout ça, Yamaha se lance également sur le marché japonais, et cette fois-ci, ils font appel à Krypton Future Media, une entreprise locale. Si jusque-là c'était qu'un petit distributeur de logiciels musicaux, ils s'apprêtent à bouleverser totalement le monde entier. Pour ça, ils commencent en publiant 2 nouvelles voix, Meiko en fin 2004 et Kaito en 2006. Et pour ce coup-là, Krypton décide d'apporter sa touche personnelle en habillant les 2 logiciels aux couleurs d'un personnage au style manga. Certes, les 2 designs restent assez simplistes pour être gentil, mais c'est cette décision qui va tout changer. Si Kaito arrive avec 1 an et demi de retard et se vend très mal, de son côté Meiko dépasse totalement les attentes avec 3000 exemplaires vendus en 1 an, soit 3 fois plus que prévu. Certes, on est loin d'un carton monumental, mais pour Krypton, c'est le déclic. Alors, il propose une idée simple mais radicale. Et si on arrêtait de présenter les Vocaloid uniquement comme des outils et qu'on commençait à les vendre aussi comme des personnages avec une identité visuelle forte. Ainsi, pour ce nouveau projet, ils décident de travailler sans l'aide de Yamaha. Fort de leur expérience et surtout de l'échec de Kaito, ils décident de laisser de côté les voix masculines pour se concentrer sur des Vocaloid féminins. Une décision qui, assez ironiquement, sera un jour remise en cause lorsque Kaito connaîtra enfin son heure de gloire. Mais pour l'instant, leur priorité c'est le lancement de leur Character Vocal Series, une gamme de voix féminines numériques, chacune dotée d'un personnage au design unique. Et pour le premier Vocaloid au nom de CV01, ils vont frapper très fort. Lancé le 31 août 2007, Hatsune Miku se dévoile donc pour la première fois au monde. Si sa voix est interprétée par Saiki Fujita, sur laquelle on aura l'occasion de revenir, ce qui retient surtout l'attention, c'est son chara-design que l'on doit à un artiste du nom de Kei. Alors certains parleront de hasard, d'autres de génie, mais une chose est sûre, c'est lui qui a tout fait basculer. Car au départ, Miku n'était qu'un outil pensé pour les pros et certainement pas une star en devenir. Le design avait donc rien de prioritaire et les consignes données à Kei étaient plutôt simple. Son look devait évoquer un instrument de musique numérique, sa couleur dominante devait être le turquoise, et c'est tout. Kei choisit donc de la dessiner comme une androïde adolescente aux couettes turquoises et appose sur ses bras des formes rappelant des synthétiseurs de Yamaha. Quant à son nom, Hatsune Miku, signifiant le premier son du futur, il sera donné par le PDG de Krypton, symbolisant ainsi la première voix synthétique du nouvel ère musical. Et mine de rien, ce nom il montre bien que Krypton imaginait dès le début un projet fait pour durer. Seulement, ils s'attendaient sûrement pas à un tel succès ni à tout ce qui allait en découler. Car s'ils espéraient, comme pour Meiko, vendre 3000 exemplaires en une année, ce chiffre fut atteint en 12 jours. Ainsi, 2 semaines plus tard, Miku avait généré plus de 364 000 $ et au bout d'1 an, plus de 40 000 unités étaient écoulées. Pour tout vous dire, à l'époque, vendre 1000 exemplaires d'un synthétiseur vocal, c'était déjà un bon score. Donc là, c'est clairement un raz-de-marée. Et le plus fou, c'est que au fond, Miku, elle avait rien pour devenir une star. Pas d'animé, pas de série et pas même d'histoire officielle. Ce qui a tout changé, c'est pas ce qu'elle était, mais ce que le public en a fait. Et ça, pour le meilleur, comme pour le pire. À la fin des années 2000, YouTube n'a pas encore tout écrasé et les plateformes communautaires japonaises continuent de grandir. Parmi elles, Nico Nico Doga se démarque. C'est certes un site un peu anarchique, mais c'est un lieu parfait pour la création spontanée, le remix et le partage entre passionnés. C'est donc ici que Miku va exploser en popularité, et ça dès 2007. Un an plus tôt, un mème très particulier fait le tour d'internet. On y voit Orihime de Bleach agitant un poireau en boucle accompagné d'une vieille chanson finlandaise nommée Levon Polka. Ce même nommé Loituma Girl va alors taper dans l'œil d'Automania, un producteur japonais amateur qui, accompagné d'un artiste du nom de Tamago, décide de créer une version à l'effigie d'Hatsune Miku. Très vite, le clip explose tous les compteurs. Ainsi, les fans s'en emparent et transforment cette version chibi de Miku en une icône nommée Hatsune Miku. Dès lors, elle envahit internet, et surtout son poireau, ou plutôt c'est assez bête pour les plus tatillons, va à lui seul déclencher une véritable guerre entre communautés dans les années à venir. Mais ça, on y reviendra plus tard, car Hatsune, c'était que le début. En 2008, un compositeur amateur publie Popipo, un son délirant où Miku chante son amour pour les jus de légumes. Là encore, le succès est énorme et le morceau devient l'un des plus cultes du répertoire. En 2010, on a également cette chanson, dont je vous épargnerai la prononciation, et qui, 1 an après sa sortie, sera remixée à l'aide d'une Utaoloid, un terme sur lequel on reviendra plus tard, donnant ainsi naissance à l'un des mèmes les plus populaires d'internet.
Miku se retrouve donc au cœur de la culture internet et tout naturellement propulsé bien au-delà des frontières japonaises. Chaque jour, des fans créent, remixent ou parodient des chansons avec Miku, à tel point qu'aujourd'hui on compte plus de 100 000 morceaux originaux. Parmi eux, certains deviennent des tubes inattendus. Sur Nico Nico, on retrouve même un Hall of Fame consacré à ces hits. Des musiques comme Melt, World Is Mine ou encore Rolling Girl deviennent alors des hymnes officieux de cette nouvelle ère musicale. Par ailleurs, les illustrations également se multiplient, et grâce à Miku Miku Dance, un logiciel gratuit créé par un fan, Miku prend vie. Désormais, chacun peut la faire danser, jouer ou s'animer comme il le désire. Ainsi, peu à peu, elle se transforme, façonnée par des milliers de mains invisibles qui la réinventent sans cesse. Le meilleur exemple de tout ça, ça reste ses versions alternatives, à commencer par Hatsune. Mais on peut aussi citer Akita Neru, incarnant la lassitude des vocaloïdes, Zatsune Miku, une version dark de la jeune androïde, Yohane Haku faisant office de double déprimé, ou encore ma préférée, la Miku, Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Cependant, derrière ces délires de fans, l'univers des vocaloïdes commence à se dessiner. Peu à peu, des codes apparaissent, et avec eux, une idée un peu étrange. Chaque vocaloïde, à l'instar de Miku et de son poireau, doit avoir son objet fétiche. De là naît une guerre des items qui va diviser les fans et qui va également offrir une seconde vie à un certain Kaito. Bon, vous l'avez peut-être oublié, mais Kaito, c'est bien le premier vocaloïde masculin japonais qui avait totalement floppé en 2006. Pourtant, au cours de cette guerre des items, les fans vont lui attribuer un cornet de glace. Alors, c'est difficile de savoir pourquoi et qui a vraiment eu l'idée, mais le fait est que cette glace va devenir la clé de sa résurrection. Les fanarts explosent, les remixes pleuvent et les ventes repartent. En 2008, Kaito connaît donc une seconde vie portée uniquement par la ferveur de sa communauté. Si ses créateurs l'avaient abandonné, les fans ont décidé de le sauver. Et le message il est clair, désormais ce sont les fans qui tiennent les clés du destin des vocaloïdes. Et très vite, ils vont aller encore plus loin. De nouveaux outils développés par les fans arrivent et ouvrent de nouveaux terrains de jeu pour les créateurs. Le plus emblématique, c'est assurément Yutao, un logiciel gratuit et plus accessible qui permet à n'importe qui de créer sa propre voix synthétique. Là où Vocaloid restait coûteux et sous licence commerciale stricte, Yutao ouvre une brèche. Chacun peut désormais créer sa propre idole numérique. Naissent alors les Yutaoloids, imaginés par les fans comme Momo Momone, dont la voix servira pour la version finale du Nyan Cat que vous connaissez tous. Cependant, la plus emblématique reste Kasane Teto. Pourtant, au départ, elle était qu'une simple blague. Le 1er avril 2008, un groupe de fans crée un faux site aux couleurs de Yamaha annonçant une nouvelle Vocaloid gratuite. Seulement, la blague est si bien ficelée que les fans l'adorent immédiatement. Alors le petit groupe décide de lui offrir une vraie voix grâce à Yutao et contre toute attente, le succès est total. Ainsi, pour certains, et ça même aujourd'hui, si Miku reste la plus grande star de ce monde virtuel, Kasane Teto se place juste derrière. Mais Krypton n'a pas dit son dernier mot. Après le succès de Miku, leur objectif, il est simple. Continuer de surfer sur la vague avec la série des caractères vocaux. Et pour ce deuxième chapitre, ils tentent un pari audacieux, 2 personnages en un seul produit. Ainsi naissent Rin et Hélène Kagamine, alias CV02. De nouveau, le design est fait par Kei, et de nouveau, comme pour Miku, Krypton ne donne aucune info officielle, laissant le public inventer leur univers. Si leur lancement est pas vraiment grandiose, un an plus tard, les choses s'améliorent et Rin et Hélène dépassent les 20 000 unités vendues. Fort de ce nouveau succès, Krypton enchaîne avec CV03 Megurine Laka, la première Vocaloid bilingue japonais-anglais. En parallèle de ça, d'autres studios lancent leurs propres stars numériques, Gumi, Gakpoid, AI ou encore V-Flower. Tous espèrent concurrencer Miku, mais rien n'y fait. Cette dernière ne cesse de grandir, échappe à ses créateurs, dépasse les frontières d'internet et devient bien plus qu'un simple logiciel. Mais pendant que le monde danse avec elle, remix après remix, un autre visage de Miku commence à apparaître. Un visage beaucoup moins lumineux. La réalité, c'est que Hatsune Miku, c'est pas juste une voix ou un design, c'est avant tout une machine marketing parfaitement huilée. Dès 2009, son image se transforme en un empire commercial dérivé à l'infini en produits dérivés. Par exemple, Snow Miku revient chaque hiver au festival de Sapporo, attirant des milliers de visiteurs, tandis que Racing Miku s'affiche sur les circuits et sponsorise des écuries automobiles. À côté de ça, les collaborations foisonnent. Pokémon, Pushing, Poki ou encore Domino's et son
application culte pour commander des pizzas en écoutant Miku chanter. Et si on rajoute les figurines, les gadgets en tout genre, les jeux vidéo comme Project Diva ou encore les applications mobiles, le constat est simple, Miku est partout. Désormais, elle dépasse les cercles de niche et le monde s'empare d'elle. Débarquent alors les concerts holographiques, que ce soit Magical Mirai ou Miku Expo, Hatsune Miku chante devant des foules bien réelles sans pourtant exister. Et très vite, le phénomène enfle tellement qu'en 2010, après une pétition signée par 14 000 personnes, la sonde Akatsuki décolle pour l'espace avec à son bord 3 plaques gravées à l'effigie de Miku. Ainsi, petit à petit, Miku cesse donc d'être un personnage et devient une matière première pour l'imaginaire collectif. Chacun la façonne, la transforme et la projette à son image. Mais au-delà des frontières japonaises, ce modèle sur mesure, il prend une forme différente. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que Hatsune Miku, derrière l'idole numérique, c'est qu'un outil. Chaque musique, chaque clip, chaque succès, tout ça, c'est le fruit de vrais artistes, souvent amateurs, qui restent dans l'ombre. Pourtant, à l'export et notamment en Occident, Miku est pas présenté comme un logiciel ou un outil pour producteurs. Non, on la vend comme une véritable artiste virtuelle. Par exemple, en 2014, alors qu'elle est invitée dans l'émission culte du présentateur américain David Letterman, ce dernier la présente comme la pop star venue du futur. Et c'est là que tout bascule, parce que avec ce changement de statut, on voit plus le logiciel derrière la chanteuse, mais seulement une idole virtuelle lisse, sans défaut et incroyablement rentable. Car ouais, Miku c'est l'idole parfaite. Déjà, elle vieillit pas. Que ce soit l'Hatsune Miku de 2007 ou celle de 2025, elle reste exactement la même, figée dans sa jeunesse. Ensuite, elle fait jamais de scandale, pas de paparazzi ou encore de dérapage sur les réseaux sociaux. Et surtout, elle refuse rien. Miku chantera ce que vous voulez, elle posera sur ce que vous voulez, et avant tout, elle sera ce que vous voulez. Ainsi, en réalité, derrière ce sourire impeccable, tout est calibré. Chaque produit est sous licence, chaque partenariat est négocié et chaque image est contrôlée. Les fans, eux, ils façonnent, mais ils possèdent presque rien, et ce qu'ils pensent co-créer, ils le consomment. Parce que ce rêve collectif, cette culture open source, c'est en fait qu'un mirage entretenu par une industrie qui a su parfaitement capter et verrouiller la passion de ses adeptes. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Les fans de Vocaloid dépensent 138% de plus que le public moyen pour des concerts, et 85% d'entre eux repartent avec des goodies. Miku est donc devenue une idole, et ses fans sont prêts à tout pour elle. En 2011, un studio chinois dévoile une nouvelle Yuta Holoid dont le design rappelle un peu trop Miku, si bien qu'en la voyant, le public explose de colère. Pareil, un an plus tôt, un sénateur japonais tente de récupérer son image pour séduire le jeune électorat. Krypton refuse, mais il contourne l'interdiction. Il garde la musique faite avec Miku et la recycle dans un clip avec la mascotte de son parti. Là encore, la communauté s'enflamme et fait passer un message clair. Miku n'appartient pas aux politiciens. Elle appartient au peuple. Sauf que derrière cette illusion parfaite, ce sont les vrais créateurs qui s'effacent. Certes, ils gardent les droits sur leurs chansons, mais leurs noms disparaissent. Prenons par exemple Yonezu Kenshi. Aujourd'hui, tout le monde le connaît pour l'opening 1 de Chainsaw Man ou encore le deuxième de My Hero Academia. Mais à la base, il a commencé et percé sur Nico Nico avec Miku signant des morceaux à plusieurs millions de vues. Pareil pour Melt ou World is Mine, deux tubes gigantesques et cultes qui ont lancé Miku, eh bien peu savent qu'on les doit en réalité à Ryo de Supercell, l'auteur de l'ending 1 de Bakemonogatari et du 14e de Naruto Shippuden. Et les exemples sont légion, désormais Miku est devenu le seul visage de ses œuvres, absorbant ainsi toute la gloire. Rappelez-vous de Saki Fujita, je l'avais mentionné au début de la vidéo car c'est elle qui avait prêté sa voix à la pop star. Et pourtant, mais qui la connaît? Car même si elle a continué sa carrière en doublant des personnages cultes comme Ymir de l'Attaque des Titans, son nom a été totalement effacé par celui d'Hatsune Miku. Et c'est là que l'illusion prend une autre dimension. À force de masquer ceux qui l'ont façonné, Miku dépasse pour certains son rôle d'idole et devient une obsession. Sur les forums, dans les interviews ou dans les reportages, on entend parfois des fans dire qu'on n'a plus besoin de vraies chanteuses. Pour eux, les stars humaines avec leurs failles, leurs contradictions et leurs émotions imprévisibles sont vues comme dépassées. Et parfois, cette obsession va bien au-delà de la musique. En 2018, Akihiko Kondo, âgé de 35 ans et fan de la première heure, se marie. La cérémonie se déroule en bonne et due forme. Les vœux sont prononcés, les alliances sont échangées, mais en face de lui, on ne retrouve ni femme, ni homme, ni même une véritable personne. Car ce jour-là, Akihiko Kondo épouse
Hatsune Miku. Si pour le grand jour il a opté pour une peluche à l'effigie de sa bien-aimée, chez lui il partage son quotidien avec un avatar holographique de son idole. Cette technologie, on la doit à Gatebox, une entreprise japonaise spécialisée dans les hologrammes qui expliquait cette année-là qu'en 2017, plus de 3700 japonais avaient déclaré un mariage avec un personnage fictif. Forcément, l'histoire a rapidement fait le tour du monde, provoquant une pluie de réactions partagées entre perplexité et respect. Malheureusement pour Akihiko, en 2020, Gatebox dut cesser les serveurs qui permettaient le fonctionnement des hologrammes, causant ainsi la perte de contact avec son épouse. Malgré tout, il affirme que ses sentiments n'ont pas changé et qu'il continuera de défendre les droits des fictosexuels, ceux pour qui la frontière entre fiction et réalité s'avère de plus en plus mince. Mais ce mariage symbolique, il illustre surtout à quel point Miku est devenu bien plus qu'un personnage. C'est un support sur lequel certains projettent leurs désirs, leurs fantasmes et parfois leurs démons. Sur diverses plateformes et forums, on trouve un volume colossal de contenu fan-made qui sexualise la jeune adolescente. Bien évidemment, ces dérives sont régulièrement dénoncées par beaucoup de fans, mais restent difficiles à contenir face à l'ampleur d'Internet. Sans oublier que Miku est quand même censé avoir 16 ans et que d'autres vocaloïdes comme Rin Ellen, eux aussi victimes de ce genre de fanart, n'ont que 14 ans. Alors si Krypton s'est montré plutôt ferme sur le sujet, d'autres studios s'amusent parfois à jouer avec les limites. C'est le cas par exemple d'Ash Software, dont certains vocaloïdes ont été accusés d'être créés uniquement pour séduire un public amateur de lolicon. Et ces failles dans la communauté ne s'arrêtent pas là. Quand Siyu, une vocaloïde coréenne, voit le jour, elle est saluée en Occident, mais rejetée par certains fans japonais. Les commentaires xénophobes envahissent Nico Nico Douga et le rêve d'une musique sans frontières se fissure. Mais derrière ces dérives, une autre réalité se dessine. Un futur où l'idole virtuelle pourrait bien remplacer l'artiste humain. Avec l'arrivée d'Hatsune Miku en 2007 et son explosion fulgurante, une question a rapidement émergé. Une question qui, à l'époque, déjà divisée et qui, aujourd'hui, résonne plus que jamais. C'est quoi une vraie chanson? Et par la même occasion, c'est quoi un vrai artiste? En 2010, Aoi, le guitariste du groupe The Gazette, connu pour l'opening 1 de Black Butler 2, s'indigne face à la montée des vocaloïdes. Il explique qu'il comprend pas qu'on puisse mettre un vocaloïde, autrement dit une simple machine, au même niveau qu'un véritable humain. Et forcément, les fans s'enflamment. Pour eux, non seulement Aoi manque de respect à Miku, mais surtout il méprise tous ses producteurs et ses créateurs qui travaillent dans l'ombre pour lui donner vie. Alors il tente de justifier, mais rien n'y fait. Il finit donc par supprimer tous ces messages, mais la fracture reste présente. Car si cette affaire a fait autant de bruit, c'est parce qu'il mettait le doigt sur un malaise bien plus large. Le truc, c'est que 15 ans plus tard, ce malaise il s'est transformé en véritable inquiétude. Car ce qui n'était alors qu'un débat entre fans et musiciens est en train de devenir un enjeu bien plus grand, à savoir l'avenir même de la création musicale. Après Miku et Vocaloid sont venus de nouvelles générations de synthétiseurs vocaux dopés à l'IA qui effacent peu à peu la frontière entre voix humaine et la machine. Là où Miku assumait encore sa part de synthétique, ces nouvelles voix cherchent à effacer la différence. Et pourtant, c'est bien Miku qui a ouvert la voie. La première grande star d'une ère nouvelle, celle de la musique numérique décentralisée où chacun pouvait devenir créateur. Mais aujourd'hui, une autre ère semble s'annoncer. Une ère dont les technologies existent déjà. Des voix générées par IA qui imitent les plus grands chanteurs et des avatars numériques 100% autonomes capables de répondre, chanter et même d'interagir. Alors forcément, ça interroge. Demain verra peut-être la naissance d'idoles sans visage humain derrière, sans compositeur, sans producteur, ni même sans artiste. Des idoles créées par la machine, pour la machine. Mais alors, est-ce qu'on pourra encore parler de musique? Et est-ce qu'on pourra encore dire qu'il y a une œuvre s'il n'y a plus d'auteur? Et tout ça, ça me fait réaliser à quel point Miku a toujours été unique. Dès le début, on a voulu nous faire choisir. Certains disaient que Miku n'était qu'un simple outil, là où d'autres voulaient nous faire croire que c'était une pop star futuriste sans âme. Mais la vérité, c'est qu'elle est ni l'un ni l'autre. Hatsune Miku, c'est autre chose. Certes, malgré les apparences, elle est pas parfaite, et ouais, elle a une face cachée. Mais ses défauts, elle les doit justement à sa part d'humanité. Car au fond, Miku n'est rien d'autre que le résultat du travail de dizaines de milliers de créateurs. Des
musiciens, des illustrateurs, des codeurs, des rêveurs et avant tout des passionnés. Leurs noms resteront peut-être dans l'ombre, mais ce seront toujours eux qui feront vivre la jeune Android. Alors, peu importe les IA, peu importe les machines, tant qu'il y aura des humains derrière, tant qu'il y aura des gens pour imaginer, pour composer et pour transformer, la musique aura toujours une âme.